certaine manière de la théorie à la pratique à partir de l'examen de deux expériences qui ont été réalisées en bibliothèque, dans des bibliothèques très différentes en matière de prêt de liseuses numériques et d'examen des enseignements qu'on peut tirer de la pratique des usagers en matière de lecture numérique. Alors pour cette séance, donc deux intervenants, Christophe Evans qui est chargé d'études sociologie au service études et recherches de la BPI à Paris, et Anne-Marie Bidot qui est bibliothécaire à la bibliothèque de Caen, donc ici même. Chacun d'entre eux va nous parler d'une expérience en matière de prêt de liseuses électroniques. Donc d'abord, Christophe Evans, vous avez mené une enquête qualitative à partir d'un prêt de liseuse qui s'est opéré, je crois, à la fin de l'année 2009. Vous allez nous expliquer ça. Voilà, tout à fait. Je vais vous présenter brièvement le dispositif qui a été mis en place, à la fois pour... Alors, prêt de liseuse, c'est beaucoup dire dans la mesure où la BPI, par définition, ne prête pas. Hein, c'est comme la fourmi, elle ne prête pas, la BPI. C'est une bibliothèque de consultation sur place et par conséquent, les liseuses, je reviendrai d'ailleurs sur cette question puisque dans l'analyse des résultats, c'est un problème. Les liseuses ont été mises à disposition pour les usagers au cours de leur visite. Donc il s'agissait d'une mise à disposition d'une dizaine de liseuses électroniques du modèle... c'est moi qui... Non. Du modèle Sony PRS 505. Alors il se trouve qu'on va, malgré nous, faire un petit peu de publicité pour Sony cet après-midi, puisque c'est le même matériel dans un niveau supérieur qui a été mis à disposition à Caen. Voilà, donc vous la connaissez peut-être, cette liseuse, hein, elle se présente de cette façon-là. Je vais la mettre en route, voilà, ce qui vous permet tout de suite de voir le petit flash noir sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Contrairement à ce qui a été présenté tout à l'heure et évoqué longuement, nous n'avons pas de rétroéclairage puisqu'il s'agit d'un matériel qui fonctionne sur le principe de l'encre électronique et du papier numérique, hein, donc du matériel à énergie bistable. J'y reviendrai. Voilà, donc ces 10 liseuses ont été proposées à la fin de l'année 2009 à la BPI. C'est une expérience tout à fait modeste au regard des 350 000 documents que la BPI propose à ses usagers au cours de son ouverture. Elle était organisée plus précisément d'ailleurs dans le secteur littérature de la BPI, puisque sur la machine étaient préchargés, du coup, 50 ouvrages de littérature française contemporaine qui avaient été puisés à la fois dans les catalogues de Publi.net et de Numilog. Parmi ces 50 auteurs, on trouvait des auteurs de littérature française contemporaine assez pointus, Pierre Michaud, Renaud Camus, d'autres encore, Claro par exemple, et également quelques auteurs un peu plus connus tels que Alice Fernet, Nicolas Fargue, Jean-Michel Guénassia et Maxime Chatham par exemple. Je reviendrai sur ce choix particulier qui avait pour objectif considérablement raté, on verra pourquoi dans les conclusions, qui consistait à donner un peu plus de visibilité au secteur de littérature française contemporaine de la BPI, et notamment à ce qui concerne les auteurs français du XXIe siècle qui, pour le moment, d'après nos semaines tests et nos enquêtes, est particulièrement sous-consulté. Ça n'a pas plus marché avec l'électronique, on verra pourquoi, dans quelles conditions, et c'était, par certains côtés, assez prévisible. Les liseuses étaient donc proposées à qui voulait bien s'en emparer, moyennant le dépôt d'une pièce d'identité. Donc on retrouve un processus parfois très bureaucratique des bibliothèques quand elles se lancent dans une expérimentation, qui nous embêtait beaucoup parce qu'on aurait voulu justement quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus détaché. On aurait souhaité aussi, nous en tant que sociologues, que les liseuses soient prêtées à domicile pour que les tests soient un peu plus approfondis, hein, et que les gens aient le temps de s'approprier les liseuses et de lire les textes, hein, parce que lire de la littérature française contemporaine au cours d'une visite de la BPI, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Bon, ça n'est pas la solution qui a été choisie. On devait donc demander la liseuse au bureau d'accueil.
on se voyait remettre un petit mode d'emploi, on se faisait expliquer les fonctions rudimentaires, élémentaires de la machine. Et il y avait un premier carnet de bord qui consistait à noter l'heure de départ de la liseuse, l'heure de retour de la liseuse, le sexe du testeur, sa tranche d'âge éventuellement, et un second carnet de bord qui était destiné aux testeurs, parlons pas d'emprunteurs, hein, parlons de testeurs, qui pouvaient consigner au retour leur réaction à chaud, hein, point fort, point faible, et qui, s'ils le souhaitaient, pouvaient laisser une adresse email ou un numéro de téléphone pour qu'on puisse les recontacter et faire des entretiens approfondis. C'est sur la base de ces entretiens approfondis que nous avons eu l'occasion donc de faire un traitement des discours, des déclarations, et qui nous permet aujourd'hui de revenir sur la question des motivations et des attentes des usagers en bibliothèque de lecture publique, ou en tout cas sur le terrain de la BPI. Alors, l'expérience est modeste dans la mesure où on a réalisé environ 140 enregistrements, on a consigné plus exactement 140 enregistrements dans le premier carnet de bord, qui ont d'ailleurs essentiellement été réalisés au cours du premier mois de mise à disposition des liseuses, hein, qui étaient... on avait assuré une communication via un système d'affichettes qui était déposé dans la bibliothèque. Donc, vous voyez déjà une expérience qui est très localisée, hein, dans un secteur particulier, au niveau 3 de la BPI, tout au fond d'un plateau, une communication par voie d'affichette. Il s'agit de quelque chose de relativement modeste. La plupart des enregistrements, donc, comme je le disais, ont été réalisés au cours du premier mois, ce qui représente 2 à 3 liseuses empruntées par jour, sachant que la bibliothèque reçoit 4 à 5 000 visites par jour. Vous voyez, le delta est quand même très important. Je fais une petite parenthèse, peut-être pour vous donner quelques éléments de cadrage, pour poser quelques balises. Dans la dernière enquête Ipsos, qui date de 2011, dont vous avez rendu compte d'ailleurs dans Livre Hebdo, et que vous pourrez retrouver de cette façon-là, qui venait actualiser une grosse enquête que le CNL avait confiée à Ipsos en 2009 sur la diffusion du livre électronique dans la société française, on s'apercevait que 8%, donc en 2011, 8% des personnes âgées de 15 ans et plus déclaraient avoir déjà lu, en totalité ou partiellement, un livre électronique. Parmi ces lecteurs de livres électroniques, la plus grosse partie les avait lus sur des ordinateurs fixes, éventuellement sur des ordinateurs portables, mais également 27% sur des téléphones mobiles, 14% sur des tablettes numériques, sous-entendu la plupart du temps iPad de chez Apple ou des tablettes sous Android, et 8% sur des liseuses électroniques. Donc c'est 8% des personnes qui déclaraient avoir lu des livres électroniques. Ça veut dire qu'on est sur environ 300 000 personnes qui déclarent avoir lu des livres électroniques en France, âgés de 15 ans et plus. Cela dit, sous 15 ans, lire des livres sur des liseuses électroniques, c'est pas la peine d'en parler, on verra pourquoi. Ça représente donc un peu moins de 300 000 personnes, hein, d'où l'intérêt de faire ce genre de test, pour le coup, en bibliothèque. Dans les enregistrements qui ont été consignés sur le premier livre de bord, on s'aperçoit qu'il y a une dominante masculine assez marquée, hein, puisque 7 testeurs sur 10 sont des hommes, que la moyenne d'âge par rapport à la moyenne d'âge du public habituel de la BPI est plutôt élevée, hein, puisqu'elle tourne autour de 41 ans, et que la durée de test est relativement modeste, elle aussi. Hein. C'est-à-dire que la durée moyenne s'établit à 30 minutes, mais parce que certaines personnes ont gardé la tablette très longtemps au cours de leur visite, alors même qu'ils l'ont peut-être utilisée peu de temps. Les 2 tiers des tests représentaient environ un quart d'heure. Donc on voit qu'on est sur des durées de tests et d'utilisation qui sont très courtes, ou apparemment très courtes. J'y reviendrai. On verra qu'on peut aller plus loin sur cette question. Voilà donc pour les données, j'allais dire quantitatives. Il s'agit de 140 enregistrements. Il ne faut pas non plus aller trop loin sur l'exploitation de ces données. Elles sont indicatives, pas plus. Les entretiens qualitatifs nous ont apporté un petit peu plus d'informations, comme souvent. Là, on va un peu plus en profondeur et en détail dans les motivations
de tests, mais aussi dans les représentations, ce que les gens ont pensé des liseuses, et éventuellement aussi comment ils peuvent se projeter dans l'avenir en tant que lecteur, en tant qu'usager de bibliothèque par rapport à ces supports. Donc je vais plutôt passer du temps à essayer de pointer l'éclairage sur cette histoire des motivations et des attentes d'une manière générale. La première motivation, et non des moindres, elle était bien résumée d'ailleurs par un jeune homme d'une vingtaine d'années qui nous disait « Moi c'est simple, je voulais voir le machin et faire joujou avec ». Il y avait dans la plupart des entretiens une part de mystère autour de cette histoire d'encre électronique et de papier numérique, voire de machines à énergie bistable. Voilà, toutes sortes de questions que les gens se posaient. Qu'est-ce qu'un écran qui n'est pas rétroéclairé ? Qu'est-ce qu'un papier numérique qui ressemble au papier, qui est mat, qui est éclairé de l'extérieur et non pas de l'intérieur, et ainsi de suite. Donc il y avait vraiment, là pour le coup, on peut surfer d'ailleurs avec les supports numériques pour faire des plans de com assez efficaces. Il y avait vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait une attente autour de ces questions. Ce qui sous-entend d'ailleurs qu'il y avait quasiment aucune attente pour les contenus, en revanche, ou en tout cas pour la littérature française contemporaine. J'aurai l'occasion d'y revenir malheureusement. Voilà, donc il y a une promesse, si vous voulez, une part de mystère, ça c'est la première chose. Donc grosse motivation à venir voir les liseuses électroniques dont on entend beaucoup parler, à propos desquelles on a pu lire des choses dans la presse, qu'on a pu apercevoir à l'occasion d'un salon du livre, ici ou là, mais qu'on n'a pas pu tester. Et alors ça, c'était la deuxième motivation, et il me semble important d'essayer de la mettre en valeur sur le terrain d'une bibliothèque, c'est la possibilité de réaliser ce test dans un établissement de lecture publique, de commencer à se familiariser avec ce type de support sans pression, c'est-à-dire sans pression commerciale, économique, avec un vendeur sur le dos qui essaye de vous refourguer tel ou tel modèle, et vous qui essayez de vous dépatouiller de quelqu'un qui est déjà en train de vous proposer un crédit leasing ou ce genre de choses pour acheter des machines que vous voulez simplement voir, première chose, et pas de pression sociale aussi. Ça, c'est une chose qui nous surprenait un petit peu, mais qui revient assez régulièrement dans les entretiens. Des gens qui disaient « je suis nul en informatique, et de toute façon, dans un second, je n'ose pas demander ces machines, parce que je vais avoir l'air d'une andouille, d'un mouton à 5 pattes, comme disait une personne interviewée. Ici, dans une bibliothèque, je peux prendre la machine, aller me mettre dans un petit coin et faire mes tests en silence et à l'abri des projecteurs par certains côtés. Voilà. Donc ça revenait assez régulièrement et ça me paraissait assez important, c'est-à-dire cette idée de pouvoir faire un test dans de bonnes conditions, de très bonnes conditions. Du coup, ça nous amène à relativiser notre déception concernant les durées moyennes d'emprunt qu'on trouvait très courtes. Pas question donc de lire longuement sur ces liseuses électroniques pendant le test à la BPI. Les tests sont malgré tout beaucoup plus longs que tout ce qu'on peut faire dans un salon, quand vous avez une file d'usagers testeurs qui attendent derrière vous pour prendre la machine, ou dans un magasin quand il n'est pas question de passer une partie de l'après-midi avec un vendeur de la FNAC ou d'une autre grande surface spécialisée. Donc ça peut paraître court, 30 minutes en moyenne, voire 2/3 d'utilisation qui sont sous la barre du quart d'heure. C'est plus long que sur d'autres scènes sociales, sur d'autres terrains. Les retours étaient globalement très positifs en ce qui concernait l'esthétique de la machine, pour commencer. Et notamment, alors je vois que vous avez la même, le petit support en simili-cuir. On s'attendait à tout sauf à ça. Nous, on était partis pour faire des tests très technologiques, technophiles, et on nous a dit « Oh, super, la petite couverture en simili-cuir, vraiment. » Peut-être une façon de se retrouver en terrain connu aussi, donc c'est revenu assez souvent. Le principe même aussi a beaucoup plu de l'encre électronique et du papier numérique, effectivement. Donc pas de déception de ce point de vue-là. La promesse est à la hauteur de l'attente, effectivement. Pas de fatigue, pas de phénomène de surbrillance. Sur ce modèle-là, le mien 505 en plus, le vôtre est encore plus développé, pas d'hyperlien.
ou très peu en tout cas, alors qu'aujourd'hui on propose des modèles qui sont des modèles à encre électronique et papier numérique tactile, avec la possibilité en double cliquant sur un mot d'accéder à 25-30 dictionnaires, donc de naviguer par hyperlien. Là, c'est pas le cas. On est sur une machine qui permet de lire de façon plutôt linéaire d'ailleurs, parce qu'on verra qu'il y a des problèmes de navigation dans les textes, point. Pas plus. Donc pas de désorientation de ce point de vue-là, pas de surcharge cognitive comme Véronique Dreiser-Bibb nous commentait tout à l'heure. Beaucoup de commentaires aussi très positifs sur la portabilité de l'objet. Effectivement, c'est léger, c'est facile à manipuler. L'écran est petit, mais pas si petit que ça, parce que les gens le comparaient très vite aussi à un livre de poche. Et quand ils faisaient des comparaisons, d'ailleurs, c'était beaucoup plus souvent avec des ordinateurs qu'avec des livres, à proprement parler. Ça, c'est intéressant, justement, parce que ça préservait aussi le livre d'un certain nombre de fonctions qu'on pourrait continuer à assigner au livre. Et du coup, on le trouvait beaucoup mieux qu'un ordinateur, hein, bien évidemment, hein, beaucoup plus performant. Donc les capacités de stockage aussi étaient souvent célébrées, mais pour des gens qui nous disaient « Ah bon, oui, 200 livres là, 1200 livres avec si je change la carte ». Mais à quoi ça me sert de me promener en permanence avec 1200 livres? Là, il y avait aussi des commentaires qui étaient assez intéressants. Beaucoup d'éléments négatifs en ce qui concernait la navigation. Excusez-moi, c'est surtout intéressant parce que ça ne les empêche pas de se promener avec 1200 disques éventuellement. Voire beaucoup plus. Alors, ce n'est pas du tout le même usage. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir 1200 disques, sinon 10 000, voire 30 000 avec les nouveaux iPods, sauf que vous avez la possibilité d'écouter un morceau de 3 minutes en faisant un choix énorme parmi votre discothèque. Quand vous lisez un roman, ça va vous prendre beaucoup plus de temps et vous allez vous promener 15 jours avec le club des incorrigibles optimistes de Guénassia, quoi. Et vous n'allez pas zapper de Guénassia à Renaud Camus en passant par Pierre Michon, Claro, Alice Vernet. Non. Oui et non, ils avaient un petit peu raison de ce point de vue-là. Donc côté navigation, comme je le disais, pas mal de réactions parfois un peu négatives, avec notamment quelqu'un qui nous disait, et d'autres d'ailleurs le disaient aussi implicitement, pour moi j'ai eu l'impression que c'était vraiment comme un livre. J'étais en territoire connu, je lisais comme un livre, mais alors c'est un livre avec lequel j'avais l'impression de lutter. Alors quand on lui demandait, mais ça veut dire quoi lutter? Voilà, parce qu'il faut commander des choses à la machine, il faut appuyer sur des boutons pour faire des choses que nous on fait plutôt spontanément, naturellement avec un livre. Ça répond pas tout de suite. Et en gros, ça m'a rappelé nos vieux téléphones portables, ce qui est sans doute une insulte suprême pour ce genre de machine. C'était une personne assez jeune qui nous disait ça. Voilà. Autre problème récurrent qui était souligné, qui est de l'ordre technique, mais qui a des implications cognitives assez fortes, et qui sont soulignées d'ailleurs par le laboratoire du lutin auquel appartient Véronique Dreiser-Bibb, et Thierry Bassineau dans ses travaux les rappelle souvent, c'est cette histoire du flash noir dont je vous parlais, hein, vous voyez, quand on rafraîchit la page. Donc c'est bistable parce qu'effectivement, tant qu'on ne se sert pas de l'énergie pour rafraîchir la page, on n'utilise pas la source d'énergie. On ne pompe pas la batterie. Mais dès que vous rafraîchissez la page et quand vous changez de page, vous avez un phénomène de flash noir avant que le texte apparaisse à l'écran. Et ça gêne beaucoup les lecteurs. Au point d'ailleurs que Bassineau dit, pour certains, ça pose des problèmes en termes de mémorisation. C'est pour ça que j'étais surpris que Véronique Dreiser-Bibb ne prenne pas la balle au rebond quand on lui disait, mais alors en termes de mémorisation et tout ça. On s'est aperçu qu'il y avait des lecteurs qui étaient troublés parce que ça effaçait leur mémoire directe de la chose qui venait d'être lue quand ils tournent la page. Ce qui est plutôt embêtant pour un lecteur. Quoique. Non, je vais finir. Voilà, donc des problèmes de désorientation, des attentes fortes vis-à-vis du numérique, des attentes aussi qui n'ont pas été satisfaites par la BPI parce qu'on ne les avait pas anticipées aussi en termes de demande d'accompagnement, et notamment d'accompagnement technique. En fait, ce que voulaient en priorité les gens qui sont venus tester les liseuses et que nous avons pu interroger longuement, c'était pouvoir charger des textes, supprimer des textes, c'est-à-dire utiliser la liseuse comme une interface informatique, pouvoir la connecter à des banques de données, des librairies gratuites en ligne ou des librairies payantes en ligne, voire
par quelles étapes on doit passer, ce qu'il faut faire. Hein. Je vous rappelle les propos récents de M. Kermarek récemment sur son blog, qui disait qu'en gros, aujourd'hui, quand on achète tous les 2 livres électroniques achetés, il y a un coup de téléphone au service après-vente, hein, parce que ça pose des problèmes aux usagers. Donc là, ils étaient déjà en demande de ça aussi, en demande de médiation, et nous, on n'avait pas pensé à prévoir cet aspect de la manipulation de la machine qui était très important. Et je finirai sur un point qui me paraît aussi intéressant, parce qu'évidemment, ça pose plein de questions sur les nouveaux services qu'on pourrait être amené à développer dans des bibliothèques publiques. C'est évidemment la question de la personnalisation. Pas d'intérêt pour eux évident à utiliser des liseuses électroniques dans une bibliothèque comme la BPI, où de toute façon les livres sont là. En revanche, ils se mettaient en situation de mobilité dans la bibliothèque et à l'extérieur de la bibliothèque, avec la possibilité au début de leur visite de se faire charger les ouvrages qu'ils souhaitent consulter dans la bibliothèque, quels qu'ils soient d'ailleurs, bien au-delà de la littérature française contemporaine, puisque la plupart d'ailleurs des testeurs voulaient plutôt tester des choses qui relevaient aussi de la lecture savante ou de la lecture pratique. Et du coup, la possibilité de personnaliser un peu, en fonction du moment, des attentes, des besoins, la liseuse, ce qui est tout à fait possible, parce qu'évidemment, ces machines peuvent très bien permettre ce type d'usage. Voilà, je m'arrête. Merci. Anne-Marie Biteau, vous conduisez-vous depuis l'automne dernier, vous m'avez dit, donc une expérience également avec des liseuses à la bibliothèque de Caen. Et alors vous les prêtez donc pour plusieurs semaines, donc vous avez peut-être une expérience un petit peu différente. Une expérience un petit peu différente, oui, effectivement. Nous avons acheté nos premières liseuses pour le Salon du Livre 2009, il y a 2 ans, donc c'était les 4 premières tablettes. C'était donc 2 Sony PR505 comme celui-ci, un Irex Technologie Iliad et un Bookin Seabook Gen 3. À la suite de ce salon où les usagers du salon, les visiteurs du salon avaient été très curieux de ce type de liseuse, nous nous sommes interrogés sur la suite à donner à ce service. Et nous avions au tout début pensé faire une consultation sur place de titres gratuits libres de droit, qui ne nous a pas semblé satisfaisante, et très vite nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait prêter les tablettes. Nous nous sommes rapprochés de la bibliothèque d'Issy-les-Moulineaux qui avait déjà débuté ce service-là depuis quelques mois, et nous nous sommes calqués sur leur modèle, et nous avons choisi de prêter nos tablettes donc gratuitement après la signature d'une charte de prêt. Et voilà, après la signature d'une charte de prêt. Les tablettes étaient prêtées comme tous nos autres documents pour 21 jours. Ils avaient un statut tout à fait ordinaire par rapport à nos autres documents. Et nous les avions téléchargés avec 20 titres libres de droit. Au moment de l'emprunt, les usagers se voyaient remettre une petite pochette, parce que ça existe toujours, une petite pochette de ce type-là, qui est donc clairement identifié avec les logos de l'agglomération et de la bibliothèque, donc où ils vont trouver la tablette, où ils vont trouver également un petit manuel d'utilisation sommaire qui n'est pas le manuel d'utilisation de l'éditeur. Nous en avons fait un plus court, où on a repris uniquement ce qui concerne l'utilisation basique de la tablette et où on a supprimé tout ce qui concerne le téléchargement. Ensuite, ils ont donc le petit câble de rechargement des batteries, si nécessaire, et un questionnaire d'utilisation à nous remettre au retour, si vous voulez bien l'avoir rempli. Ce petit questionnaire d'utilisation, nous en avons récupéré 37. C'est pas énorme, mais ça nous a permis quand même de faire quelques comptages. Je peux vous donner, si vous voulez, les résultats rapidement. Concernant la motivation de l'emprunt, à une grande majorité, c'est de la curiosité. Concernant le nombre de titres consultés, dans la majorité des cas, il s'agit d'un zapping, donc plusieurs titres, mais un certain nombre quand même d'emprunteurs nous ont signalé qu'ils avaient lu des livres en entier. Ils ont été 18 à nous dire qu'ils avaient lu des livres en entier en citant 50 titres.
Pour la question de savoir si cet emprunt les avait ou non confortés dans l'idée... J'ai l'impression que mon micro fait... Non, un peu... à la question de savoir c'est peut-être parce que vous le bougez en parlant. C'est parce que je bouge. Donc, si cet emprunt les avait confortés dans l'idée d'acheter une tablette ou non, à une grande majorité, 20 sur 37, ils ont répondu oui. Et le type de document qu'ils auraient souhaité trouver sur ce genre de tablette, c'est plutôt des romans payants. Ils auraient aimé plutôt des romans payants que des titres classiques. Ça ne nous a pas tellement étonnés. Et enfin, l'intérêt de l'entourage pour ce type de tablette, à une grande majorité, l'entourage s'est également intéressé à la tablette. Ils n'ont pas été seuls à la regarder. Grossièrement, j'ai fait le tour de notre expérience. Est-ce que vous voulez que j'ajoute Moi, j'avais une question. Vous avez dit que vous avez supprimé du guide la partie téléchargement. Oui. Techniquement, il était impossible pour le lecteur de télécharger? Non, il pouvait le faire, d'accord. Il pouvait le faire, il suffisait qu'ils aient un câble. D'accord, et vous savez si certains l'ont fait? Non, vous avez retrouvé des livres téléchargés Non, je ne sais pas s'ils l'ont fait. On a eu deux incidents sur nos tablettes. 2 tablettes sont revenues vides de contenu. Je ne sais pas comment il faut l'expliquer. Sur une, il n'y avait plus les titres. Alors, est-ce que c'était une erreur de notre part? Au départ, on l'a effectivement prêtée vide, ou bien est-ce qu'elle a été vidée entre deux? Je ne sais pas. Et pour la deuxième, c'était beaucoup plus grave. Les programmes eux-mêmes de la tablette avaient été effacés. Voilà. C'est une expérience qui continue aujourd'hui? Vous continuez à le faire? Est-ce que vous en tirez certains enseignements? Est-ce que ça vous amène à modifier des choses dans les procédures que vous utilisez, dans l'offre qui est contenue dans le Oui, tout à fait. On est en train de réfléchir effectivement à faire évoluer cette offre. J'ai juste oublié de vous dire qu'à partir des 4 tablettes que nous avions au départ, nous en avons rajouté 4 à Noël en décembre 2010. Dont une Nintendo DS avec la cartouche des 100 titres classiques, qui, elle, évidemment, est en consultation sur place, pour les raisons que vous comprendrez rapidement. Bien. Donc, oui, pardon, pour répondre à votre question, oui, nous sommes en train, effectivement, de réfléchir à faire évoluer l'offre de titres à mettre sur nos tablettes, parce que les titres classiques... bon... Bien. Est-ce que dans la salle, il y a sûrement d'ailleurs des questions ou des remarques? Peut-être d'autres, d'ailleurs, ont fait des expériences du même type dans d'autres établissements. Oui, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, à propos des ados de 15 ans, c'est même pas la peine de leur proposer. Je vous expliquerai pourquoi après, mais voilà. Je suis d'accord avec vous, mais je voulais savoir si vous aviez une raison à nous donner pour ça. D'abord, c'était un peu idiot de ma part de le dire comme ça. Au contraire, il faut essayer. D'ailleurs, il y a du manga sur liseuse électronique, donc on peut en faire l'expérience. Mais pendant toute une époque, on a pu se bercer parfois d'illusions qui consistaient à dire avec le livre numérique, on va remettre les ados à la lecture. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas du tout de basculement. Et quand vous leur mettez d'abord le livre numérique, la liseuse électronique, donc encre électronique, papier numérique, ne les intéresse pas beaucoup. Parce que c'est un support essentiellement dédié au texte. Bon, même si vous pouvez charger de la musique et des images sur les liseuses. Donc ça ne les intéresse pas beaucoup. Voilà. Et quand vous leur mettez une tablette tactile entre les mains, ils font presque tout, sauf, à quelques exceptions, mais elles sont quand même assez rares, lire. Voilà. Donc là, nous, on a fait des expériences aussi pour leur proposer des livres numériques enrichis. Je pense notamment donc, à un roman multimédia qui était sur le point de sortir, mais l'éditeur numérique a fait faillite à peine arrivé sur le marché. Il s'est pris les pieds dans le tapis parce que son modèle économique n'était pas viable, pas tout à fait viable ou pas tout à fait prêt. Et là, pour le coup, il semblerait effectivement que ça puisse les intéresser un petit peu plus. Alors là, en l'occurrence, il s'agissait d'un roman multimédia dans lequel on a de la vidéo, du son
et du texte, mais très, très joliment mis en image. Mais pour le reste, quand il s'agit de texte pur, hein, c'est-à-dire de quelque chose qui pourrait, qui plus est, non pas se rapprocher d'une forme courte, mais d'une forme longue, d'un roman notamment, moi, toutes les expériences auxquelles j'ai participé, pour le moment, quand il n'y a pas une médiation très forte, il y a un médiateur très dynamique et inventif, il ne se passe pas grand-chose. Si je peux me permettre une remarque complémentaire, aux États-Unis, où, comme vous le savez, la lecture numérique est beaucoup plus développée, enfin, c'est même pas comparable avec ce qui se passe en France, toutes les études montrent qu'il n'y a pas un seul lecteur de plus avec le numérique. Ce n'est pas un facteur de développement du lectorat de livres. Voilà. Bon, c'est... Par ailleurs, les utilisateurs sont surtout les gros lecteurs, mais bon, ça c'est encore une autre question. Donc l'enjeu du numérique n'est pas, pour l'instant en tout cas, principalement un enjeu d'extension du lectorat. Enfin, en tout cas, lectorat de livres. De livres, absolument, de livres. Pour la presse, il se passe autre chose. Oui, tout à fait. Oui, alors il y avait une question là, il y en aura une juste derrière après. Non, enfin, c'était... ma question reprenait un petit peu celle de ma collègue. Simplement, pour compléter vos réponses, moi, je voudrais juste dire qu'il ne faudrait pas non plus que les bibliothèques laissent ces outils-là uniquement à l'éducation nationale. Voilà, parce que actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Oui, le cartable numérique, vous avez raison. Il faut aussi qu'on soit quand même vigilant à ça, et il y a peut-être quand même une offre à proposer aux mineurs. Voilà. Oui, il y avait une question juste derrière vous, si vous pouvez passer le micro. Oui. Alors oui, c'était une question pour Anne-Marie Bidot. C'était concernant la tranche d'âge des emprunteurs. Enfin, j'en ai deux questions, mais la première, c'est celle-ci. Malheureusement, on n'a mis aucune question dans notre questionnaire qui reprenait effectivement une catégorie sociale ou une tranche d'âge. Donc, c'est très difficile de répondre. On n'a pas... Non, j'ai pas de réponse. Et pourquoi vous avez choisi uniquement des romans classiques? Parce que finalement, ce qui est énormément demandé, ce sont les nouveautés. Donc je trouve que on met un peu la charrue avant les bœufs. Si on veut éventuellement intéresser des gens, c'est peut-être partir sur leurs demandes, en quelque sorte. Oui, absolument. Mais on a choisi pour l'instant des titres gratuits. Pour l'instant, on n'a pas choisi de modèle économique payant à mettre sur nos liseuses. On a un abonnement à Publinet, mais on a un abonnement en lecture seule, donc on ne peut pas le mettre sur nos liseuses. Oui, bonjour. J'aurais juste voulu savoir ce que vous aviez mis sur les petites affichettes pour solliciter l'utilisation de vos tablettes à la BPI. Alors, quelles informations vous aviez données, enfin comment... Elle partait dans deux directions, l'information. D'abord, venez tester à la BPI les nouveaux supports de lecture numérique. Et là, en l'occurrence, on disait liseuse, e-book, ce genre de choses. On reprenait toute la liste de la terminologie. Aujourd'hui, elle est stabilisée autour de liseuse électronique, hein, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Donc ça, c'était la première chose, hein, avec un visuel de la machine. Et le deuxième point de communication, qui évidemment est tombé comme un coup d'épée dans l'eau, c'était venez lire de la littérature française contemporaine sur liseuse électronique à la BPI. Et là, on a un marché de niche et apparemment, on n'a pas... J'avais une question pour Madame Bidot. La multiplication des modèles de liseuses que vous avez mis à disposition, ne vous a-t-il pas posé de difficultés en termes d'accompagnement technique pour les lecteurs? Non, il y a un petit guide d'utilisation dedans et ils se approprient très facilement. Et non, on n'a pas eu de souci du tout. C'est vrai que les tablettes tactiles, les plus récentes, celle-ci en particulier, est très très facile à utiliser. Les premières, avec un système de navigation par bouton, sont un petit peu plus compliquées, mais non, on n'a pas eu de souci. Non. Alors, j'arrive peut-être un petit peu en retard, mais c'était pour répondre un peu à la précédente question. Quand on a mis en
en place le prêt de tablettes, c'était essentiellement pour la bibliothèque, non pas pour élargir nos ressources documentaires, mais pour jouer un rôle un peu de laboratoire. Parce qu'on pensait qu'une bibliothèque comme la bibliothèque de Caen devait permettre à son public de découvrir les nouveaux outils de lecture. Donc ça répond aux deux questions finalement. Pourquoi différentes tablettes ? Parce que comme ça, on découvre différents outils de lecture. Et notre question n'était pas on va en prendre une bien, mais on va en prendre plusieurs pour qu'on puisse découvrir. Et on en a acheté d'autres différentes. Et c'est pour ça qu'on a une Nintendo PS pour montrer qu'on peut faire autre chose que jouer une Nintendo, mais on ne la prête pas. Parce que, et notre offre, notre premier souci était de faire découvrir cet outil de lecture. Donc c'est vrai qu'on est resté sur une offre libre de droit. Maintenant, quand on voit l'utilisation, enfin, Anne-Marie, ce que vous pourriez dire, c'est combien il y avait des listes d'attente, comment ça a bien marché, et qu'on se rend compte maintenant qu'une fois que beaucoup de personnes ont déjà commencé à découvrir l'outil, ils sont demandeurs maintenant d'une offre réelle. Alors je ne sais pas si c'est en littérature contemporaine ou autre, mais en autre chose en tout cas que les ouvrages libres de droit. Je veux dire, je pourrais dire qu'on a eu deux phases. Une phase de découverte d'abord d'un nouveau support de lecture, et maintenant on va s'attacher plus au contenu. Moi, j'aurais une question en fait sur le cartable numérique. Je ne sais pas si j'aurais voulu connaître les retours que vous avez eus, peut-être sur le cartable numérique. Je ne sais pas. C'est une question comme ça. Je ne sais pas si vous avez des retours. Alors, on commence à avoir des retours. Il y a pas mal d'expériences dans l'Est de la France, notamment, des conseils régionaux qui ont équipé des collégiens, essentiellement. Et pour le moment, les retours... Alors, il y a eu pas mal de problèmes techniques, pour commencer. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de bugs, mais pour le moment, les retours sont plutôt assez positifs de la part à la fois des collégiens et des enseignants. C'est-à-dire que le cartable électronique, en gros, ce sont des ardoises, c'est pas des cartables à proprement parler. On a appelé ça comme ça, c'était pas très malin d'ailleurs de la part de l'Éducation nationale, parce que le cartable, justement, je trouve que ça renvoie... Et là, justement, c'était un allègement du cartable avec un support beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Et donc, le peu que j'ai pu lire, moi, pour le moment, mais c'est un début de retour d'expérience, a été plutôt assez positif. Et notamment, en ce qui concernait les modalités pédagogiques de relation entre l'enseignant et les élèves. Les élèves pris isolément, les élèves avec leur famille, parce qu'évidemment, avec le cartable numérique, vous pouvez faire plein de choses chez vous en vous connectant au site web du collège, en faisant ci et ça, et pour faire du travail collaboratif aussi. Donc ça a l'air assez intéressant. Mais je suis beaucoup moins inscrit dans ce domaine. Je n'ai pas mené d'expérience dans ce domaine. Oui, il y a une autre question au milieu, en haut. En fait, là, vous nous présentez les expériences avec des liseuses comme ça. Et est-ce que c'est les seules expériences qui existent de lecture numérique en bibliothèque ? Enfin, j'imagine qu'on ne peut pas... Enfin, je n'imagine pas bien justement comment on peut faire avec les iPads et tout, mais enfin, moi, j'y connais rien en numérique. Et quand je vois ça, ça me paraît déjà périmé, en fait. Oui. Mais vous n'avez pas complètement tort. Ce qui justifierait peut-être le fait que les 15 ans et plus ne s'intéressent pas. Oui. Alors, bon, deux choses là-dessus. À un moment, il faut se jeter à l'eau. Parce que c'est ce que disait Daniel Bourrion. Il disait, à force d'attendre et de dire « Ah oui, mais on s'y met pas, c'est pas encore au point, c'est en cours de développement, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités. » On reste sur le quai sans arrêt si on en reste à ce type de discours. Donc il faut se jeter à l'eau, et donc on a toujours un train de retard, ça c'est certain. Là, pour le coup, je pense qu'il faut aussi essayer de... Bon, je pense à la BPI pour commencer. Après, tout dépend des budgets d'acquisition, des politiques d'acquisition et des priorités. Je crois qu'il faut aller très vite vers les nouvelles tablettes numériques type iPad ou les autres modèles qui existent aujourd'hui sur le marché. Et pourquoi pas aussi les tables tactiles, parce qu'il n'y a pas que les tablettes
tactile. Il y a aussi aujourd'hui des tables tactiles autour desquelles on peut s'installer à plusieurs pour jouer, pour jouer avec des écrits aussi, jouer avec des mots, faire des... Microsoft en a développé plusieurs, c'est très cher, très très cher pour le moment, mais on sait qu'à terme, c'est quelque chose qui risque sans doute de se répandre un petit peu et d'avoir des coûts de production de plus en plus bas. Avec le papier numérique, Véronique Dreiser-Bib vous les a montrés très rapidement. Aujourd'hui, on arrive sur des supports de plus en plus fins, des supports qu'on peut non seulement souples, mais qu'on peut plier aussi, ce qui paraît assez dingue. Donc, je veux dire, ça aussi, on devrait pouvoir les montrer, sinon les proposer dans les bibliothèques. J'avais une question d'ailleurs pour l'un et l'autre. Finalement, a priori, un des avantages de ces liseuses numériques, de ces liseuses électroniques, c'est la mobilité. Enfin, il y a la mobilité et la capacité de stockage important. Or, dans le premier cas, dans l'expérience de la BPI, on est sur place, il n'y a pas d'emprunt, donc finalement le plus est relativement limité en fin de compte, pour l'usager. Dans le cas de la bibliothèque de Caen, vous avez l'avantage de mobilité, mais en même temps, on peut emprunter un livre, on le rapporte, on en emprunte un autre. On n'a pas forcément besoin d'avoir un appareil sur lequel on va charger un certain nombre de livres. Donc voilà, comment vous appréhendez ces défis-là, et surtout comment du coup vous pensez que la liseuse peut être utile à vos usagers? Effectivement, on peut emprunter un livre et le ramener le lendemain et en prendre un autre, mais c'est assez peu ce que font nos usagers. Je pense ils empruntent pour 3 semaines, ils viennent rechanger leurs documents au bout de 3 semaines. Là, ils avaient la tablette pour 3 semaines. Déjà, je pense que si en 3 semaines, ils avaient lu les 20 titres, c'était déjà une belle expérience. On aurait pu en mettre effectivement beaucoup plus que 20. On avait une capacité de 200 titres, on pouvait en mettre au moins 200. Il nous a semblé que pour une première expérience et pour un premier test, 20 titres, c'était déjà... on essayait de faire un choix un peu diversifié, de mettre du théâtre, de mettre des romans, des nouvelles, des livres en langue étrangère. Il nous a semblé que 20 titres, c'était déjà un test intéressant pour une première expérience. Bien. D'autres questions dans la salle? Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire venir plutôt les jeunes à la lecture via les fonctionnalités liées à la sociabilisation on parlait tout à l'heure des clubs de lecture. Est-ce que ce ne serait pas une manière de les faire venir, d'envisager le prêt de liseuses comme ceci, comme celle que vous avez, qui intègre cette fonctionnalité de sociabilité, etc., etc. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce sont des expériences qui sont tentées par certaines bibliothèques, pas trop en France. Les clubs de lecture pour ados, oui, mais avec des supports numériques, à ma connaissance, pas trop. Mais oui, je pense que c'est une possibilité. Ça reste assez marginal. Les ados dans les clubs de lecture organisés par des bibliothèques en France, c'est numériquement quand même... on n'est pas sur des masses, Mais je vous rejoins, effectivement. En tout cas, là, je trouve qu'il y a une médiation et qu'il peut se passer des choses. D'où l'intérêt aussi, peut-être, de travailler avec l'éducation nationale à ce niveau-là aussi. Attention. Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut, si c'est une véritable collaboration avec un projet à 2 apporteurs, plutôt que des partenariats comme on en connaît beaucoup parfois avec l'éducation nationale, où la bibliothèque est scolarisée par l'école, il ne se passe pas plus de choses. Donc oui, mais voilà, sous condition, je dirais. Ouais. J'ai l'impression qu'on aurait tort, je ne dis pas que c'est ce que vous voulez dire dans votre question, mais néanmoins, on aurait tort de considérer que parce que c'est un outil électronique et technologique, c'est a priori quelque chose qui est utile pour les jeunes et qui va intéresser les jeunes et que les autres ne sont pas intéressés. Sans vouloir plaquer trop le cas américain, moi, je trouve quand même tout à fait fascinant le fait que les premiers usagers, les premiers utilisateurs, aux États-Unis, ce sont les gros lecteurs. C'est eux qui utilisent les liseuses. En plus, c'est ceux qui ont de l'argent.
pour ce qui est de l'achat. Là, on parle des bibliothèques, mais bon, en termes de pratique, c'est un point important. Ils ont l'argent, ils ont la culture, ils ont parfois le temps, quand ils sont retraités, même éventuellement. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce lectorat-là qui est le premier concerné. Bon, alors évidemment, pour l'instant, en France, et notamment en bibliothèque en particulier, on bute sur le problème de l'offre et de l'offre payante. J'ajouterais que de toute façon, on bute sur le problème de l'offre, pas seulement en bibliothèque. Ça a été évoqué un petit peu ce matin. Il a été dit qu'il y avait que 82 000 titres disponibles à peu près. Et en plus, sur ces 82 000 titres, il y en a, je crois, à peu près 25 000 de l'Harmattan. Bon, plus toutes sortes de choses qui, voilà, enfin, qui correspondent pas à la réalité de l'offre éditoriale telle qu'elle existe. Mais enfin voilà, c'était juste une remarque, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser, ben voilà, c'est technologique, c'est pour les jeunes. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas pour les liseuses. Parce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous regardez bien toutes les enquêtes sur le piratage, qu'il s'agisse d'ailleurs de travaux quantitatifs ou qualitatifs, montrent que sur les sites de peer-to-peer, qui d'ailleurs pour le coup sont un peu dépassés ces derniers temps, il y a très très peu, hormis quelques mangas, et encore, c'est pas non plus si massif que ça, en tout cas en France, il y a peu de textes, voire pas de textes qui sont échangés. Et que c'est pas ça qui les intéresse et qui les préoccupe. Ce qui sous-entend aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à oublier, que pour eux, nous on fait des entretiens assez régulièrement avec des ados ou des jeunes adultes, la musique, pas photo, elle est dématérialisée, le support ne les intéresse plus, si jamais il les a intéressés d'ailleurs, c'est pas la génération du vinyle, c'est pas non plus la génération du CD, c'est la génération de l'iPod, ou en tout cas du baladeur numérique. L'image aussi est dématérialisée, l'image s'échange facilement via les réseaux, se consomme sur les sites de partage de vidéos, et quand on leur dit livre, ils vous disent livre papier. Moi, je suis encore surpris de voir que ceux qu'on appelle donc les natifs du numérique, les digital natifs, quand on leur parle livre, ils disent ça veut pas dire que ça les intéresserait pas, mais ça veut dire que moi j'ai le sentiment que pour eux c'est une terra incognita et que justement là ils ont peut-être besoin de médiation vers le livre numérique enrichi, vers les liseuses électroniques et l'intérêt qu'on pourrait éventuellement y trouver. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du livre numérique enrichi, justement. Vous aviez aussi conduit des études sur ce plan. Oui, donc quand on accompagnait très vite, l'ISAM, qui avait un projet de développement de livres numériques enrichis via un partenariat avec le ministère de la Culture et l'IRI du Centre Pompidou, qui est l'Institut Recherche et Création Industrielle, il y avait donc l'idée de proposer des livres numériques enrichis qui soient enrichis avec de l'image animée, avec du son, avec la possibilité aussi de déposer des indicateurs de lecture, d'utiliser des tags qu'on pourrait partager avec des communautés de lecteurs, la même personne lisant le même livre pouvant à certains moments activer des balises sur ce que les autres ont pensé du texte à tel endroit et ainsi de suite, en fonctionnant dans des réseaux fermés, pas des réseaux ouverts. C'est pas Facebook, mon histoire là, c'est plutôt des réseaux de personnes qui se connaissent. Et du coup, on a fait une démonstration de lecture de livres numériques enrichis sur iPad, puisqu'il n'avait été développé à l'époque que sur iPad. Et on a invité des lecteurs plus ou moins aguerris dans le domaine de la lecture numérique ou pas, puisqu'on a fait plusieurs groupes de discussion. Et ce qui était assez intéressant, c'est ce qui ressortait de ces discussions, c'est qu'il y avait là pour le coup une attente aussi en termes de développement, mais aussi une attente en termes d'orientation pour le lecteur dans le livre numérique enrichi, c'est-à-dire la volonté d'avoir des repères pour sa lecture. Parce que quand vous lisez un livre numérique enrichi, tel que ceux qu'on leur proposait, arrive à un moment où vous avez un indicateur de lecture qui ressemble à ce que vous voyez sur iTunes quand vous lisez un fichier son, c'est-à-dire vous savez quand vous êtes au milieu du morceau, mais vous n'imaginez pas en temps de lecture ce que ça peut représenter éventuellement. Donc il y avait un manque de repères de ce point de vue-là. Quand vous lisez un livre numérique sur un iPad, alors ce matin on vous proposait du
du page à page, pour des livres qui sont relativement courts, destinés aux enfants. Quand vous êtes sur l'application d'Apple, vous avez toujours le même nombre de pages à gauche et le même nombre de pages à droite. À gauche et à droite d'ailleurs. Et pour les lecteurs, pour certains lecteurs, c'est un facteur de désorientation, parce qu'avec un livre physique, papier, vous avez l'épaisseur de l'ouvrage. Quand vous en avez lu les 3/4, vous savez ce qu'il vous reste à lire. Voilà, vous avez des repères stables de navigation, des repères cognitifs qui tiennent d'ailleurs à votre expérience de la lecture et du livre. Là, ils étaient perdus avec ce qu'on leur proposait parce qu'ils n'avaient pas ces repères. Et donc, ils étaient en demande de repères, mais pas des repères traditionnels. Ils étaient prêts aussi, et c'est pour ça que je trouvais très intéressante l'intervention de Roland Cher, ils étaient aussi en repère de cartographie de lecture. C'est-à-dire qu'ils voulaient, quand ils rallumaient leur machine, leur iPad, et qu'ils revenaient dans leur lecture, ils voulaient savoir ce qu'ils avaient parcouru comme chemin, ce qu'il leur restait à parcourir, et si on ne pouvait pas leur proposer autre chose qu'un sommaire traditionnel, ou un index traditionnel, mais plutôt un outil comme ça, cartographique, très, très imagé, qui permettrait de voir, de faire apparaître des traces de lecture. Ils étaient aussi, dans ces groupes de discussion, très sévères sur la tarification et les modalités d'achat des livres numériques enrichis. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas s'abonner et recevoir régulièrement des livres numériques enrichis. Ils ne voulaient pas ce type de rapport. Et surtout, ils voulaient aussi, et ça c'était compliqué parce que l'éditeur n'y avait pas du tout pensé, ils voulaient pouvoir feuilleter, comme on le fait dans une vraie librairie, avant d'acheter un livre. Ils voulaient pouvoir le feuilleter rapidement. Et ça leur était pas permis. On leur donnait éventuellement 1 ou 2 extraits que l'éditeur sélectionnait. C'était souvent une vidéo d'ailleurs ou un fichier audio. Et eux, ils auraient voulu pouvoir faire comme ils pouvaient faire en librairie, c'est-à-dire feuilleter le livre. Voilà. Donc ils voulaient une sorte de feuilletoire électronique aussi. Bien, écoutez, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a une conclusion prévue pour cette journée. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. Alors, pour la suite, puisque Passage de témoins commence aujourd'hui, juste quelques repères en prolongation de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. On a un espace qui va être consacré à l'innovation numérique Lire demain sur le salon à partir de samedi, donc samedi et dimanche. Vous allez pouvoir retrouver plusieurs de nos intervenants d'aujourd'hui. Par exemple, on va retrouver la MRSH. On a parlé tout à l'heure de table numérique. On pourra expérimenter la table numérique de Relais de Sciences qui sera présentée dans cet espace-là. On aura également une évocation, bien sûr, du projet de la BMVR. Enfin, on va retrouver plusieurs de nos intervenants de la journée qui vont, pendant les 2 jours, pouvoir vous accueillir. Et donc, n'hésitez pas à aller voir. Ce sera à l'entrée du chapiteau, côté café littéraire. Et nous, on sera sur place également. Vous pourrez également trouver notre publication Libre-Échange et notamment le supplément professionnel qui est entièrement consacré également aux innovations numériques et à la connexion qu'il faut arriver à établir maintenant de façon beaucoup plus forte entre les métiers du livre et la recherche universitaire. En tout cas, ce qu'on a pu en découvrir aujourd'hui, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, y compris cet après-midi. C'est très important maintenant qu'on arrive à établir vraiment les passerelles puisque ça devient vital vraiment pour tous nos métiers. Bien sûr, vous retrouverez également toute l'édition régionale. Il y a plus de 50 éditeurs qui vont être présents sous le chapiteau du Salon du Livre de Caen. Cette année, vous verrez, il y a également, on a cherché à mettre en valeur certaines maisons d'édition. Donc, il y a une 12aine de maisons d'édition qui vont avoir des espaces focus beaucoup plus développés que les années précédentes et qui vont permettre donc à ces maisons d'édition de beaucoup mieux présenter leurs fonds. C'est intéressant aussi de donner la possibilité à des éditeurs de la région de vraiment aller à la rencontre du public et pas se contenter simplement comme ça d'avoir chacun des petites tables tous alignées les unes derrière les autres. Je ne vous donne pas tout le programme, bien sûr, vous allez les retrouver dans la presse, le programme de Passage de témoins. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end littéraire ici à Caen.